Chère Flufféméridienne, cher Flufféméridien, bonjour. La Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus a été proclamée par l'ONU en 2019. Elle vise à sensibiliser aux dangers de la pollution atmosphérique et à encourager des actions pour améliorer la qualité de l'air et protéger la santé des personnes. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. L'air est-il propre dans votre ville? Le ciel est-il souvent bleu? Cette question invite les élèves à décrire simplement leur environnement. Ils peuvent dire si l'air est propre ou pollué, si le ciel est souvent clair ou au contraire gris, et exprimer leur ressenti avec un vocabulaire basique. Deuxième question. Pourquoi est-il important d'avoir de l'air pur? Ici, les élèves sont amenés à réfléchir à la santé et au bien-être. Ils peuvent dire que l'air pur est nécessaire pour bien respirer, pour rester en bonne santé et pour profiter de la nature. La réponse attendue est courte, mais insiste sur l'importance vitale de l'air. Troisième question. Que peut-on faire pour voir plus souvent un ciel plus clair? Connaissez-vous des moyens de transport qui polluent moins? Cette question pousse à imaginer de petites actions concrètes pour protéger l'environnement. Les élèves peuvent dire qu'il faut moins utiliser la voiture, marcher, prendre le vélo ou les transports publics. L'objectif est de montrer quelques solutions simples pour réduire la pollution. La Journée mondiale du fair play met à l'honneur l'esprit sportif, le respect des règles et la loyauté entre adversaires. Elle rappelle que le sport ne consiste pas seulement à gagner, mais aussi à partager des valeurs universelles qui s'appliquent bien au-delà des terrains de jeu. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Pourquoi est-il important de respecter les règles et les adversaires dans une compétition sportive? Respecter les règles est essentiel car elles garantissent l'équité et la justice. Sans règles claires, le jeu perdrait tout son sens. Certains auraient des avantages injustes et la compétition deviendrait déséquilibrée. Le respect de l'adversaire est tout aussi important. Même si chacun veut gagner, il faut reconnaître la valeur de celui qui joue en face. Cela permet de créer un climat de confiance, d'éviter les conflits et de partager le plaisir du sport. Enfin, une attitude respectueuse contribue à donner une image positive du sport et de ceux qui le pratiquent. Le sport devient alors non seulement une compétition, mais aussi un espace d'éducation, de valeurs et de rencontres entre les personnes. Deuxième question. Avez-vous déjà vu ou vécu une situation de fair play ou de triche lors d'un match ou d'une compétition? Comment avez-vous réagi? Ici, on doit raconter une expérience vécue ou une situation observée. Les apprenants peuvent expliquer ce qui s'est passé, dire s'ils ont admiré un geste de fair play ou au contraire, s'ils ont été déçus par une tricherie.
La réponse permet d'utiliser le récit personnel pour illustrer l'importance de l'honnêteté dans le sport. Troisième question. Pensez-vous que le fair play soit aussi important en dehors du sport? Cette dernière question ouvre le débat sur la vie quotidienne. Les élèves peuvent dire que le fair play est utile premièrement à l'école. Il permet de respecter les camarades et les enseignants, d'accepter les règles de la classe et de résoudre les désaccords sans violence. Deuxièmement, au travail. Il aide à collaborer avec les collègues, à accepter la critique, à partager les réussites et à éviter les comportements injustes. Et troisièmement, dans la vie sociale, il encourage l'écoute des autres, la tolérance, le respect des différences et la recherche de solutions pacifiques aux conflits. La réponse devrait montrer que les valeurs sportives peuvent être appliquées aussi à d'autres domaines de la société. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Comment le fair play peut-il être encouragé dans les écoles et les clubs sportifs? Quelles méthodes seraient les plus efficaces? Cette question invite à réfléchir à la transmission des valeurs dès le plus jeune âge. Dans les écoles, on peut insister sur l'éducation civique et sur la mise en place d'activités où la coopération prime sur la compétition. Dans les clubs sportifs, des règles claires et des sanctions contre la tricherie sont nécessaires, mais elles doivent être accompagnées de gestes symboliques comme la valorisation des joueurs qui font preuve de respect et d'honnêteté. Une réponse équilibrée montrerait que la pédagogie, l'exemplarité des entraîneurs et la reconnaissance sociale du fair play sont des leviers complémentaires. Deuxième question. Peut-on vraiment parler de fair play dans la vie quotidienne ou dans le monde du travail? Cette question pousse à étendre la réflexion au-delà du sport. Dans la vie quotidienne, le fair play peut signifier respecter les files d'attente, céder sa place à une personne âgée ou une femme enceinte, mais aussi accepter une critique sans agressivité. Au travail, il s'agit de collaborer honnêtement, de respecter ses collègues et de ne pas chercher à tricher pour réussir. Cependant, on peut aussi souligner que la concurrence économique et sociale rend parfois difficile l'application de ces idéaux. La réponse attendue doit donc nuancer entre l'importance des principes et la réalité des pratiques. Troisième question. Le fair play doit-il être considéré comme une valeur universelle partagée par toutes les cultures ou bien comme une notion façonnée par des contextes historiques, sociaux et culturels spécifiques? D'un côté, on peut soutenir que le fair play correspond à une valeur universelle. Fondé sur des principes tels que le respect, l'honnêteté et l'équité, il traverse les frontières culturelles. Dans toutes les sociétés, on retrouve des pratiques où l'idée de justice, de respect mutuel et de règles communes est présente, ce qui montre que le fair play répond à un besoin humain fondamental, jouer ou se mesurer à armes égales. D'un autre côté, il est important de rappeler que la notion de fair play n'est jamais totalement détachée de son contexte. Dans certaines cultures, comme dans le Japon traditionnel avec le code des samouraïs, dans l'Europe médiévale avec la chevalerie, dans des cultures méditerranéennes attachées à l'honneur familial, ou dans certaines sociétés tribales où prime l'attachement au groupe, l'honneur ou la loyauté sont valorisés au-dessus de tout. Dans d'autres,
La ruse, la stratégie ou l'ingéniosité font partie intégrante du jeu et sont perçues comme légitimes. Par exemple, dans la Grèce antique, dans l'Odyssée, Ulysse incarne l'intelligence rusée, la métisse, considérée comme une vertu. Dans les traditions arabes et persanes, la ruse et la sagacité apparaissent souvent dans les contes, comme ceux des Mille et une nuits, où l'ingéniosité permet de triompher d'un adversaire plus fort. Dans des jeux traditionnels aussi, comme les échecs, la capacité à anticiper, piéger et manœuvrer est valorisée. Dans le football ou le basketball, la feinte ou le dribble font partie intégrante du jeu et sont célébrés comme de véritables talents, non comme des tricheries. L'histoire, les traditions sportives locales et les représentations sociales influencent donc fortement la manière dont le fair play est compris et pratiqué. Ainsi, une réponse nuancée consisterait à reconnaître la double dimension de cette valeur. Le fair play possède bien une portée universelle, puisqu'il incarne des idéaux humains partagés, mais son application et son interprétation varient selon les filtres culturels et historiques propres à chaque société. Prochain arrêt. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.